Bonjour à toutes et à tous. Il est 9 heures pile et voici ce que les marchés doivent savoir ce matin. Le monde a changé cette nuit, pas brutalement, par accumulation. Plusieurs signaux convergent simultanément et leur combinaison dessine un tableau que les indices n'ont pas encore pleinement intégré. À Washington, Trump a réuni son Conseil de sécurité nationale pour une seule question, reprendre ou non les frappes contre l'Iran. Le cessez-le-feu tient, mais selon ses propres mots, sous assistance respiratoire massive. Le Brent est à 105 $ et les marchés ont 72 heures pour savoir si Pékin change l'équation. Dans le détroit d'Ormuz, le brouillage électronique a rendu le trafic maritime proprement illisible. 120 navires fantômes naviguent à l'intérieur des terres sur les écrans de suivi. L'Iran, de son côté, déploie ses sous-marins de poche. 2 pétroliers seulement ont traversé hier. CNN révèle ce matin l'affaire Ursa Major, un cargo russe coulé en décembre dernier au large de l'Espagne, vraisemblablement chargé de réacteurs nucléaires destinés à la Corée du Sud. Une prolifération silencieuse que les marchés n'ont pas encore mise sur leur modèle de risque. Pendant ce temps, Modi consolide son empire électoral, mais appelle ses concitoyens à réduire leur consommation de carburant. Poutine murmure bientôt depuis la place rouge et à Londres, le maire Khan prononce le mot que le Labour évitait depuis 10 ans, réintégration dans l'Union européenne. 8 actus ce matin, un seul fil directeur, le monde se recompose plus vite que les marchés ne l'anticipent et on commence. Le compte à rebours a commencé. Lundi soir, Donald Trump réunissait l'intégralité de son Conseil de sécurité nationale, à savoir Vance, Rubio, Hegseth, le directeur de la CIA et le chef de l'état-major de son armée, et ce, pour répondre à une seule question, reprendre ou ne pas reprendre les opérations militaires contre l'Iran. La réponse iranienne de dimanche dernier a tout fait basculer. Téhéran, je vous le rappelle, a rejeté la proposition américaine, la qualifiant publiquement de capitulation face aux exigences excessives de Donald Trump. Le président américain a répondu depuis son bureau ovale « Je n'aime pas ça », a-t-il dit, « c'est inapproprié », a-t-il ajouté. Traduction pour les marchés, eh bien, le Brent remontait à 105 $ en début de séance. Les options sur la table sont concrètes. La première, reprendre le projet Liberté, vous le savez, l'opération de guidage des navires dans le détroit d'Ormuz, suspendue la semaine dernière. Deuxième option, relancer la campagne de bombardement sur les 25% de cibles militaires identifiées mais pas encore atteintes. Troisième option portée notamment par Israël, une opération des forces spéciales pour sécuriser les stocks d'uranium enrichi iranien que Trump hésite encore à ordonner puisque le risque humain étant bien trop élevé. Mais il y a un verrou dans ce calendrier et ce verrou, eh bien, il s'appelle Pékin. Deux responsables américains sont formels, aucune décision militaire majeure ne sera prise avant le retour de Trump de Chine vendredi prochain. Le président part en effet demain. Xi Jinping sera au centre des discussions sur l'Iran. La Chine pousse Téhéran à un accord depuis des semaines sans succès jusqu'ici, car le vrai problème est ailleurs et il est structurel. Washington et Téhéran ne négocient pas sur le même calendrier. L'Iran a en effet résisté aux sanctions économiques pendant des décennies. Sa tolérance à la pression est d'ailleurs remarquable. Et au sein même de l'administration Trump, le doute s'installe sur les médiateurs pakistanais. Islamabad présenterait aux Américains une version systématiquement plus favorable de la position iranienne que la réalité. Quand le canal de communication lui-même est suspect, la diplomatie, elle, devient aveugle. Ce matin, le détroit d'Ormuz est quasi à l'arrêt. Le cessez-le-feu est sous assistance respiratoire massive, et ce sont les mots de Donald Trump, pas d'un analyste ou bien pas encore les miens. Et les marchés ont 72 heures pour savoir si Pékin change l'équation ou bien si les bombes reprennent leur travail dès vendredi soir prochain. Ces 72 heures qui s'ouvrent, elles, ne sont pas seulement un compte à rebours militaire, elles révèlent quelque chose de plus profond. Une impasse qui n'est pas conjoncturelle, elle est structurelle. Le cessez-le-feu irano-américain ne masque plus rien. Donald Trump lui-même a choisi les mots « maintenu en vie artificiellement ». Cette formulation prononcée depuis le bureau ovale n'est pas un lapsus,
c'est un diagnostic. Et ce diagnostic, il est sévère. Ce qui se joue entre Washington et Téhéran dépasse largement la question nucléaire technique. On est face à une collision de deux logiques de souveraineté irréconciliables dans leur forme actuelle. Washington exige un engagement écrit, public, vérifiable, un acte de capitulation symbolique que le régime iranien ne peut politiquement pas signer sans fracturer son propre bloc de pouvoir. Téhéran, lui, navigue entre deux factions structurellement incompatibles. Des pragmatiques qui savent que l'économie iranienne ne peut plus absorber le choc des sanctions et un appareil sécuritaire, les gardiens de la révolution iranienne, dont la raison d'être institutionnelle repose précisément sur le refus de toute concession publique à l'ennemi américain. Trump l'a lui-même reconnu avec une franchise inhabituelle, je le cite, les modérés meurent d'envie de conclure un accord, mais ce sont les extrémistes qui tiennent la plume. Cette fracture interne iranienne n'est pas nouvelle, mais elle atteint un niveau de paralysie inédit. Le régime a oralement accepté de renoncer à ses stocks d'uranium enrichi, puis s'est rétracté sans que cet engagement figure dans sa proposition écrite suivante. Ce n'est pas de la mauvaise foi tactique ordinaire, c'est le signe d'un pouvoir incapable de produire une position unifiée, tiraillée en temps réel entre des centres de décision qui ne se parlent plus. L'épisode kurde révèle une autre dimension de l'impasse. La CIA avait misé sur un levier de pression classique, soutenir un soulèvement armé via les forces kurdes pour contraindre Téhéran à négocier depuis une position d'inconfort intérieur. Eh bien, cette opération, elle a échoué. Les armes ont été conservées sans que la pression escomptée se matérialise. C'est un indicateur sérieux. Les leviers de coercition indirecte dont disposait Washington, eh bien, ils se sont émoussés et les alternatives à la négociation directe, eux, se réduisent. Le vrai nœud géopolitique se déplace ainsi vers Pékin. La Chine est le premier acheteur de pétrole iranien et à ce titre, elle détient une forme de tutelle économique sur la survie du régime que ni les sanctions américaines ni la pression militaire n'ont réussi jusqu'ici à neutraliser. Aucune avancée significative dans ce dossier ne semble possible avant la rencontre Trump-Xi Jinping. Ce n'est donc pas un calendrier diplomatique anodin qui se dessine, c'est la reconnaissance implicite que la relation bilatérale sino-américaine est devenue le cadre structurant dans lequel tous les dossiers régionaux se résolvent ou bien s'enlisent. En parallèle, la présence du ministre des Affaires étrangères iranien à Delhi pour les BRICS, aux mêmes dates, en compagnie de ses homologues saoudiens et égyptiens, dessine un espace de dialogue indirect que les canaux officiels ne peuvent pas encore assumer publiquement. Le cessez-le-feu tient, mais un accord de fond suppose que l'une des deux parties soit prête à rompre avec sa propre logique constitutive, mais rien, pour l'instant, ne l'indique. Pendant que les diplomates cherchent une sortie, le Détroit, lui, envoie ses propres signaux. Et ce matin, ces signaux, eh bien, ils sont totalement illisibles et au sens propre du terme. 120 navires qui naviguent à 50 nœuds à l'intérieur des terres, des cercles parfaits au-dessus d'Abu Dhabi. Ce ne sont pas des anomalies techniques, ce sont les signatures du brouillage électronique et elles dessinent ce matin la carte exacte de l'escalade dans le détroit. Les Émirats ont en effet activé leur système de guerre électronique après les nouvelles frappes iraniennes sur leur territoire, une des premières depuis près d'un mois. Résultat, le détroit le plus stratégique du monde est devenu une boîte noire. 2 pétroliers seulement ont traversé hier, transpondeur probablement coupé. Un navire sud-coréen serait en train, lui, d'essayer de franchir ce détroit à l'heure à laquelle on se parle. Et je vous le rappelle qu'un cargo a été attaqué dimanche dernier. Ce brouillage n'est pas un dommage collatéral, c'est un choix stratégique. Pour les Émirats, un signal de dissuasion. Pour l'Iran, une arme impossible d'attribuer une attaque quand personne ne voit ce qui se passe. Pour la Chine, l'Inde et l'Europe, une démonstration brutale que 20% du pétrole mondial transite désormais dans une zone totalement grise. Téhéran franchit ainsi un cran supplémentaire ce matin en annonçant le déploiement de ses sous-marins de poche Gadir, 16 bâtiments de 115 tonnes, torpilles et missiles antinavires à bord, présentés comme les gardiens invisibles du détroit. Les experts tempèrent cependant bruyant, équipage inexpérimenté, faible profondeur.
Mais les stratèges du Royal Navy Strategic Study Center nomment le vrai risque. Utilisés conjointement avec des vedettes rapides et des drones, ils peuvent frapper massivement. Et dans un détroit déjà aveugle, le minage reste la menace que personne ne voit venir. Brouillage électronique, sous-marin de poche, transpondeur coupé. Le détroit n'est plus seulement fermé, il est illisible. Un marché qui ne voit pas ce qui se passe dans le goulet par lequel transite un cinquième de son énergie, ne peut faire qu'une chose, payer la prime d'ignorance. Ce matin, cette prime, elle s'appelle Brent et elle est valorisée à 105 dollars. Cette opacité dans le détroit n'est pas nouvelle, cependant, elle a déjà produit il y a 5 mois un épisode que les gouvernements ont soigneusement tu et que CNN révèle ce matin. Le 23 décembre 2025, un cargo russe coule au large des côtes espagnoles après 3 explosions à bord. 2 morts, 14 survivants et une cargaison que Moscou ne voulait pas que le monde voie. CNN révèle ce matin ce que les gouvernements testent depuis 5 mois. L'URSA Mayor transportait vraisemblablement deux réacteurs nucléaires de sous-marins du type équipant les sous-marins lanceurs de missiles balistiques de classe Delta 4. Destination probable, selon l'enquête espagnole, le port nord-coréen de Razon. Le timing est brutal. Le navire avait appareillé 2 mois seulement après que Kim Jong-un avait envoyé 10 000 soldats combattre en Ukraine aux côtés de Moscou. Une technologie nucléaire sous-marine contre des troupes au front, le troc le plus dangereux de l'après-guerre froide. Ce qui s'est passé ensuite, eh bien, c'est encore plus troublant. Une semaine après le naufrage, le Yantar, un navire espion russe bien connu des services de l'OTAN, a stationné 5 jours au-dessus de l'épave. Et pendant ces 5 jours, eh bien, 4 nouvelles explosions ont été détectées. Les Russes tentaient vraisemblablement de détruire ce qu'ils ne pouvaient pas récupérer. Et à 2 reprises, depuis, l'armée américaine a envoyé au-dessus de l'épave un WC-135R, c'est-à-dire un avion renifleur nucléaire habituellement déployé au-dessus de l'Arctique russe ou bien encore autour de l'Iran. Le trou dans la coque, 50 cm sur 50, métal tourné vers l'intérieur, suggère une torpille supercavitante ou une mine magnétique posée contre la coque. Seuls les États-Unis, quelques alliés de l'OTAN, la Russie et l'Iran maîtrisent ce type d'armement. Le Pentagone évidemment, refuse tout commentaire. Madrid, de son côté, est resté totalement silencieux, 5 mois, sous pression parlementaire. Ce que cela change dans la lecture du Monde ce matin, eh bien, replacez cet épisode dans le tableau que vous avez sous les yeux. Poutine, qui parle de fin de guerre le 9 mai, un arsenal américain entamé après 39 jours de conflit iranien, une Corée du Nord qui publie en décembre les photos de son premier sous-marin nucléaire. Ces 3 faits forment une séquence si Moscou a bien tenté de transférer sa technologie nucléaire sous-marine à Pyongyang et si quelqu'un l'en a empêché par la force dans les eaux espagnoles, alors la guerre en Ukraine a déjà produit une prolifération nucléaire silencieuse que les marchés n'ont pas encore intégrée dans leur modèle de risque. Les secrets de l'Ursa Major reposent à 2500 mètres de fond, mais leurs implications, elles, remontent déjà à la surface. Prolifération nucléaire silencieuse, détroit illisible, cessez-le-feu sous perfusion. Pendant que ce tableau se dessine au Moyen-Orient, l'Europe, elle commence à tirer les conséquences géopolitiques d'une décision vieille de 10 ans, le Brexit. Ce n'est pas un signal anodin. Sadiq Khan, maire de Londres et figure de l'aile progressiste du Labour, a prononcé cette semaine le mot que son parti évitait soigneusement depuis son retour au pouvoir, réintégration dans l'Union européenne. Pas rapprochement, pas alignement progressif, réintégration. Et il exige que Keir Starmer l'inscrive noir sur blanc dans le programme des prochaines législatives. La déclaration du maire de Londres doit être lue dans son contexte géopolitique profond et pas seulement dans sa dimension politicienne immédiate. Le Brexit, je vous le rappelle, a été voté dans un monde où l'ordre libéral atlantique semblait stable, où les États-Unis garantissaient l'architecture commerciale occidentale et où le Royaume-Uni pouvait raisonnablement espérer négocier des accords bilatéraux compensateurs. Ce monde, vous le savez, n'existe plus. La politique
commerciale américaine sous Trump a fracturé les certitudes transatlantiques, la guerre en Ukraine a redessiné la carte des dépendances énergétiques et sécuritaires européennes, et le Royaume-Uni se retrouve dans une position structurellement inconfortable, extérieure à l'Union européenne, mal positionnée dans les nouvelles architectures commerciales américaines et sans les leviers d'influence qu'il exerçait depuis Bruxelles. Le paradoxe, Starmer, est réel et profond. Le Premier ministre britannique a fait de la stabilité le cœur de son discours aux investisseurs étrangers, une promesse de prévisibilité après les turbulences du Brexit et des années Johnson Truss. Mais cette stabilité affichée est précisément ce que ses alliés internes lui reprochent comme un manque de courage politique. Les élections locales de la semaine dernière ont été, selon ses propres aveux, une vraie déroute. Des voix travaillistes évoquent même ouvertement son remplacement. Dans ce contexte de fragilité, la question du Brexit redevient ce qu'elle n'a jamais vraiment cessé d'être, la ligne de fracture identitaire du Labour entre une aile prête à l'audace et un leadership qui craint l'instabilité. La trajectoire vers une réintégration effective est longue et incertaine. Elle supposerait un référendum, des négociations d'adhésion qui dureraient des années, une majorité politique construite dans un pays encore profondément divisé sur la question. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est que pour la première fois depuis 2016, des responsables de premier plan posent la question à voix haute dans un environnement géopolitique qui rend l'isolement commercial britannique de plus en plus difficile à défendre intellectuellement. Eh bien, je vous le rappelle, le Brexit avait mis 10 ans à être acté. La question de son démantèlement vient peut-être d'entrer dans sa première phase, lente, contradictoire, mais désormais audible. Ce réalignement européen se joue aussi ailleurs, sur un autre continent, avec un autre dirigeant qui vient de consolider son pouvoir au moment précis où la géographie énergétique mondiale se retourne contre lui. Narendra Modi vient d'accomplir ce que peu de dirigeants réussissent dans des démocraties matures, transformer une défaite parlementaire nationale en tremplin de reconquête régionale. 2 ans après avoir perdu sa majorité absolue au Lok Sabha, son BJP remporte les assemblées du Bengale occidental, du Tamil Nadu et du Kerala, 3 États symboliquement importants, géographiquement et culturellement, aux antipodes de sa base électorale naturelle du Nord-Hindi. Le chiffre le plus frappant est celui du Bengale occidental, où son parti serait passé d'une représentation marginale à plus de 200 sièges locaux, balayant Mamata Banerjee, qui incarnait depuis 15 ans le dernier rempart crédible d'une opposition régionale forte. Avec ses alliés, Modi contrôlerait désormais les 2 tiers des assemblées d'État indiennes. Et ce n'est pas une anecdote électorale, c'est une recomposition du rapport de force fédéral qui donne au gouvernement central une capacité d'action législative et réglementaire élargie pour les 18 mois à venir, avant que les calculs électoraux de 2029 ne reprennent le dessus. Sur le plan géopolitique et structurel, ce renforcement intervient au moment précis où l'Inde est confrontée à sa vulnérabilité la plus visible, c'est-à-dire sa dépendance énergétique. Le pays importe en effet, vous le savez, plus de 80% de son pétrole et la hausse des cours pèse directement sur ses réserves de change, sa balance courante et in fine sa capacité à financer les réformes que Modi veut accélérer. Le fait qu'un Premier ministre au sommet de sa puissance politique interne ait été contraint d'appeler les Indiens à réduire leur consommation de carburant mesure concrètement ce que les tensions dans le détroit d'Ormuz infligent même aux économies émergentes les plus solides. L'Inde de Modi est aujourd'hui à un carrefour géopolitique structurant. Elle ambitionne de devenir le pivot manufacturier alternatif à la Chine dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, ambition que les tensions sino-américaines rendent objectivement plus crédibles qu'elles ne l'étaient il y a 5 ans. Mais cette trajectoire suppose une stabilité énergétique et surtout une maîtrise des coûts de production que les turbulences au Moyen-Orient compromettent directement. Modi est renforcé politiquement, mais l'Inde reste structurellement otage d'une géographie énergétique qu'elle ne contrôle pas. Modi renforcé, mais otage du pétrole, à 6000 km de là, un autre dirigeant envoie ce matin un signal que personne n'attendait depuis la place rouge. Le 9 mai, place rouge, Vladimir Poutine a glissé dans son discours du jour de la victoire une formulation que personne ne l'avait entendu prononcer depuis le début
de l'invasion à grande échelle, le conflit ukrainien, je le cite, touche à sa fin. 3 syllabes, bientôt, dans un discours rituellement maximaliste. Ce n'est pas anodin. Les mots choisis un 9 mai ne sont jamais innocents. Mais la lecture trop rapide est toujours un piège. Poutine n'est pas acculé au sens où on l'entend souvent dans les chancelleries occidentales. Les indicateurs de résilience intérieure russe restent solides, soutien populaire mesuré autour de 70% dans les sondages disponibles, économie qui a absorbé le choc des sanctions bien au-delà des prévisions initiales grâce aux routes commerciales alternatives, au partenariat BRICS et à la réorientation des flux pétroliers vers l'Asie. Le défilé militaire sans matériel lourd signale des tensions logistiques réelles, mais pas nécessairement un effondrement opérationnel. Bientôt, peut-être un message tactique calibré pour Donald Trump, une main tendue sans engagement concret derrière, destiné à tester la réactivité américaine et à ouvrir un espace de négociation que Moscou contrôle. Un espace de négociation que Moscou indiquerait comme contrôler le calendrier. Le contrepoint ukrainien est lui aussi un signal. Zelensky a publié, je vous le rappelle, un décret autorisant ses forces à s'abstenir de frapper la zone de défilé. La formulation est une provocation calculée. On ne décrète pas, en effet, de ne pas attaquer ce qu'on ne peut pas atteindre. C'est une démonstration de posture. Kiev ne négocie pas depuis une position de faiblesse assumée et refuse toute lecture qui habille en victoire russe ce qui n'est pas encore une défaite ukrainienne. Le canal Schroeder mérite cependant une analyse sérieuse au-delà du ricanement européen qu'il a suscité. Je vous rappelle, l'ancien chancelier allemand, figure de la réelle politique continentale et interlocuteur historique de Vladimir Poutine, incarne précisément le type de diplomatie parallèle que Washington peut utiliser précisément parce que Bruxelles le rejette. Dans un contexte où les opinions publiques européennes montrent des signes de fatigue, où les élections allemandes de 2026 pourraient repositionner Berlin sur le dossier et où la dépendance énergétique résiduelle crée des intérêts divergents au sein même de l'OTAN, ce canal a une utilité fonctionnelle que son discrédit moral ne neutralise pas entièrement. La variable structurante reste l'articulation entre Washington et Moscou autour d'un éventuel règlement et la question de ce que Trump est prêt à concéder sur les garanties de sécurité ukrainiennes en échange d'un accord, une désescalade même partielle et fragile déclencherait une réévaluation profonde des équilibres sécuritaires européens. Statut de l'OTAN, réarmement continental, architecture de sécurité post-guerre froide, ce sont ces questions-là et pas les courbes obligataires qui détermineront si le bientôt de Poutine est un calcul ou bien un signal. Et pendant que Poutine murmure bientôt et que le monde recalcule ses alliances, une autre guerre se joue en silence, non pas sur un champ de bataille, mais dans les statistiques d'emploi de l'État le plus riche, les États-Unis. La Californie change de modèle économique, non par choix délibéré, mais par glissement structurel. Les données du département du travail sont sans ambiguïté. Entre mars 2022 et mars 2026, l'État le plus riche des États-Unis n'a maintenu une croissance nette de l'emploi que grâce à un seul secteur, la santé et l'action sociale en hausse de 25%. Sans lui, la Californie aurait tout simplement perdu des emplois nets. Aucun autre État américain n'affiche un écart aussi marqué entre ce secteur et le reste de son économie. Ce que décrivent ces données, c'est une bifurcation profonde. La Californie perd des emplois dans le manufacturier à forte valeur ajoutée et les services exportables à haute rémunération, soit les secteurs qui génèrent de la compétitivité internationale et les remplacent par des emplois de services locaux peu rémunérés, structurellement dépendants de la dépense publique. Le paradoxe est hyper brutal. Les emplois qui sauvent les chiffres de l'emploi californien sont précisément ceux dont les salaires n'ont pas suivi l'inflation. Les soins à domicile ont bondi de 25% en volume entre 2023 et 2025, mais les salaires du secteur ont reculé de 2,7% en termes réels. La tension systémique est là. Ce moteur de croissance repose sur une architecture de financement public, Medicaid en premier lieu, activement démantelée par la politique fédérale au moment précis où les besoins démographiques qu'elle finance s'accélèrent. Sacramento va devoir répondre à cette contradiction beaucoup plus vite que prévu.
Regardons désormais ce à quoi les investisseurs vont être attentifs aujourd'hui et beaucoup de macroéconomie aujourd'hui puisque en Europe, c'est le rapport allemand sur l'inflation d'avril et l'enquête ZOO sur le moral des ménages qui sera suivi de très près. Outre-Atlantique, c'est le rapport sur l'inflation que les investisseurs seront amenés à décortiquer très précisément. Regardons maintenant ce qui s'est passé hier sur les principales places financières et boursières de la planète, et les bourses européennes ont terminé en ordre dispersé hier lundi, les investisseurs restant en retrait avant une semaine riche en rendez-vous macroéconomiques. Les marchés surveillent notamment la visite du président américain en Chine et la publication prochaine d'indicateurs d'inflation en zone euro. À Paris, le CAC 40 a reculé de 0,69% à 8056 points, pénalisé par le luxe, tandis que Francfort a progressé de 0,07% et Londres de 0,36%. L'Eurostock 50 a cédé 0,28% quand le Stock 600 et le FTSE Europe First 300 ont terminé légèrement dans le vert. Wall Street a terminé de son côté en légère hausse, soutenue par la poursuite de la dynamique liée à l'intelligence artificielle. Les valeurs de semi-conducteurs ont mené la progression, tandis que la solide saison des résultats continue d'alimenter la confiance des investisseurs. L'attention se déplace désormais vers les prochaines statistiques américaines, notamment l'inflation et les ventes au détail, ainsi que vers les discussions attendues entre Washington et Pékin. Enfin, les prix du pétrole ont poursuivi leur progression, hier portés par les tensions persistantes au Moyen-Orient et les inquiétudes sur l'approvisionnement maritime. Le Brent a gagné 2,9% à 104,21 $, le WTI 2,8% à 98,07 $. Les analystes estiment que même en cas d'amélioration rapide de la situation, plusieurs semaines seraient nécessaires avant un retour à la normale du marché. JP Morgan anticipe toutefois une stabilisation autour de 100 $ le baril à moyen terme. Nous allons marquer une première pause dans cette édition et juste après, nous commencerons avec les Market Movers de Bernard Prats-Desclaux. À tout de suite sur TV Finance.